Et c'est parti. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue sur un nouveau live modulo. Bienvenue Valentin et merci beaucoup d'être là. Merci pour l'invite. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je vais mettre le chat comme ça. Si les gens disent bonjour et tout ça, on pourra voir. Comme d'habitude, une petite présentation du réseau. Salut Louis. Une petite présentation du réseau Modulo qu'organise le live. Très rapidement, Modulo, c'est un réseau qui cherche à accompagner les développeurs juniors qui lancent leur carrière. Donc généralement, c'est des développeurs qui sortent de formation. Soit c'est leur première formation, soit c'est des reconversions. Et on cherche à les accompagner sur plein d'aspects, de l'entraînement, on fait des tests techniques, des formations, des projets, et on les aide aussi à avoir une vision un peu plus globale du monde de la tech et du monde dans lequel ils vont vivre. Et aujourd'hui, on va évoquer un sujet, donc on fait venir des experts pour ça. Et aujourd'hui, on va évoquer un sujet qui va sûrement en toucher beaucoup ce soir, c'est l'entrepreneuriat. Et pour ça, on est très heureux d'accueillir Valentin, qui est le CEO de cofondateur.fr, qui a une certaine expérience sur ces sujets et qui, je pense, va nous apporter beaucoup ce soir. Voilà. Valentin, je te laisse te présenter si tu veux. Et Avec puis, plaisir, avec plaisir. Encore une fois, merci beaucoup pour l'invite. Donc, je suis Valentin Brulin, le CEO, comme l'a dit Raphaël, de cofondateur.fr. Donc, pour se présenter rapidement, on est une plateforme de mise en relation en fait entre des porteurs de projets, des startups, des entreprises déjà existantes, et de l'autre côté des profils techniques. Par profil technique, j'entends développeur informatique, lead dev, CTO. Notre particularité, c'est qu'on met en relation tout ce beau monde pour qu'ils s'associent. Donc, en fait, on crée des entreprises, on aide des entrepreneurs à se rencontrer, à créer des entreprises ensemble. Voilà, je reviendrai un petit peu sur cofondateur, mais pour vous donner quelques chiffres, on est une plateforme qui est nationale. On a un peu plus de 33 000 utilisateurs sur la plateforme. C'est une plateforme qui existe depuis 7 ans maintenant. On a pivoté vraiment sur ce domaine très technique. Et voilà, on accompagne tous les jours des entrepreneurs, soit novices, soit expérimentés, à se rencontrer et à créer des entreprises ensemble par rapport à ça. top. 33 000 quand même, hein. Pas mal. Ouais, ça commence à faire un petit peu de monde. On a un petit peu de monde à l'étranger aussi, vraiment version francophone pour le moment. On a un petit peu de monde à l'étranger, mais voilà, ça se développe petit à petit. Je vous ai du coup préparé une petite presse par rapport à ça, sur un sujet, comme l'a dit Raphaël, qui j'espère va vous intéresser, et deux, qui va toucher pas mal de monde. La question, c'est voilà, c'est vraiment comment devenir entrepreneur quand on est développeur. Alors moi, je vais vous faire une petite présentation et je laisserai évidemment du temps à la fin si vous avez des questions. Simplement, n'hésitez pas, et Raphaël, je compte sur toi là-dessus, n'hésitez pas à la fin de chaque slide, si jamais il y a des questions qui naissent de votre côté, à les poser. On est là pour échanger par rapport à tout ça. Ok. Exactement, ouais. Alors, Valentin va peut-être pas voir le chat vu qu'il présente, mais moi, je vais avoir un œil rivé dessus. Donc, posez vos questions et à la fin de chaque slide, je poserai les questions à Valentin pour qu'il puisse y répondre. Voilà. Allez, c'est parti. Du coup, alors comment devenir entrepreneur quand on est développeur? Alors, je ne vais pas rappeler le contexte, mais les profils développeurs, les profils lead développeurs, les profils CTO, les profils techniques de manière générale. Aujourd'hui, vous êtes des profils qui sont très très recherchés. Pourquoi? Parce que on est sur une pénurie. On est sur une pénurie de profils tech. Vous avez un petit peu, on va dire, de l'or entre les mains. Vous avez des compétences qui peuvent aider beaucoup de porteurs de projets, beaucoup de startups. Et aujourd'hui, vous êtes vraiment un petit peu en position de force sur le marché, c'est-à-dire que vous êtes très recherché, vous avez la possibilité soit de vous mettre en freelance, soit de trouver du job. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est facile, mais vous êtes très très recherché. Et il y a une autre voie, qui est parfois un petit peu méconnue, c'est d'entreprendre, c'est l'entrepreneuriat, et c'est de se dire voilà, au lieu en fait d'aller donner entre guillemets, mettre au service mes compétences auprès de quelqu'un, alors soit sur un job, soit sur un projet, je vais créer moi-même un projet, ou je vais rejoindre un projet existant et je vais être en fait associé de la société, et je vais me lancer là-dessus. Alors, pour faire ça, est-ce qu'il y a des prérequis pour entreprendre? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut déjà avoir un petit peu dans sa besace, dans sa réserve? Alors, oui, évidemment.
Premièrement, être passionné. Pour moi, c'est quelque chose qui est très important. L'entrepreneuriat, alors il faut bien se dire une chose, hein, c'est que c'est très rare d'arriver sur un projet et qu'il y ait directement une rémunération. Pourquoi? Parce qu'un projet, au démarrage, c'est une idée. Et cette idée, en fait, on va essayer de la produire. Donc, on va créer, en général, le chemin, c'est un peu ces idées MVP. Je pense que vous savez tous ce que c'est qu'un MVP. Pour ceux qui ne savent pas, c'est produit minimum viable. Donc, c'est les fonctionnalités, on va dire, basiques d'un produit qui sont appelés à être lancés sur le marché pour avoir le retour des utilisateurs et ensuite aboutir à une V1. Donc, je disais idée, ensuite on passe au MVP, ensuite on passe au lancement et ensuite à l'accélération. Forcément, ça prend du temps. C'est du temps qu'on va dépenser. On va prendre sa chance. Hein. Moi, j'aime pas dire prendre un risque, je dis plutôt prendre sa chance. Et on va essayer de valoriser en fait cette société, de mettre d'utiliser ses compétences pour créer en fait ce projet. Donc forcément, à un moment donné, il faut avoir cette passion, il faut avoir, on va dire, cette grinta, il faut avoir cette envie de réussir. Et si on l'a pas, bah, c'est que potentiellement, on n'est pas fait pour faire ça. Et c'est pas du tout péjoratif, mais on va plutôt aller se rassurer sur un choix de carrière où on est un petit peu plus, on est rémunéré en fait dès le démarrage. Avoir le goût du challenge. Alors, il faut bien se dire une chose, hein, c'est que quand on entreprend, il n'y a aucun entrepreneur au monde qui a toutes les compétences. Donc forcément, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez devoir vous former sur pas mal de choses. Je donne un exemple très simple. Si vous êtes développeur et que vous avez appris à coder sous une certaine techno, bah, quand vous vous lancez dans un projet et que vous vous associez à un porteur de projet qui est business, par exemple, et ben, à un moment donné, il va falloir avoir des compétences en administration système, il va falloir avoir des compétences sur la partie base de données. C'est des choses que forcément, vous ne connaissez pas forcément. Et du coup, vous allez devoir vous former pour vous améliorer et pour être au service vraiment du projet. Donc, il est nécessaire en fait de s'auto-former quand on entreprend parce qu'on ne peut pas tout faire. Et côté business, c'est pareil, hein, on ne peut pas avoir toutes les compétences. Il y a une partie qui est très importante quand on entreprend, mais ça, c'est vraiment le point fort en général des profils techniques, profils développeurs, c'est la rigueur. Quand on entreprend, on a du temps à accorder à un projet. Il faut forcément travailler beaucoup plus que les autres pour réussir à lancer son projet. Pourquoi? Parce qu'on rentre sur un projet qui n'est pas forcément stable, donc il faut le stabiliser. Ça veut dire qu'il faut dépenser énormément de temps et son temps, en fait, il ne faut pas le dépenser n'importe comment. Donc il faut être extrêmement organisé, extrêmement rigoureux. En général, les profils tech là-dessus, vous avez vraiment un avantage sur nous, profil business. Moi, je suis plutôt un profil business et là-dessus, on a pas mal de choses à apprendre de vous. Entreprendre, c'est aussi oser prendre des décisions. C'est la nature même de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que vous allez devoir, prendre des initiatives, faire des choix, à la fois des choix technologiques, mais aussi des choix sur la société. Donc, il faut être capable de faire ça et il ne faut pas être dans une démarche, en fait, d'être exécutant. Si vous êtes exécutant ou si vous attendez, en fait, d'être dirigé par quelqu'un, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour vous. Le but, c'est vraiment d'être leader sur votre partie, donc qui est la partie technique, et de mettre encore une fois, ses compétences au service du projet. Et puis, ça, c'est quand le projet se développe, quand on est entrepreneur, à un moment donné, on a eu l'habitude de s'occuper un petit peu de tout dans les premiers temps. Et puis, au bout d'un moment, le projet, quand il marche, forcément, il se développe. Et du coup, il y a une erreur qui est faite par beaucoup d'entrepreneurs, c'est de se dire, en fait, je suis pas... j'ai tellement l'habitude en fait de m'occuper de plein de choses que je veux continuer à m'occuper de plein de choses et en fait du coup on explose un petit peu et il faut en fait passer ce cap là, mais ça en général ça arrive au bout de 2 ans, 3 ans, on parle souvent du cap des 3 ans, donc 3 ans d'entrepreneuriat, on va commencer à déléguer, il faut être capable en fait de faire ces choses là. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai entendu des petites remontées sur le chat. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première slide ou est-ce que je continue? Alors, il y a eu plusieurs personnes qu'on dit bonjour. D'accord. J'en ai là. Par contre, moi j'ai une petite question. Là, on est d'accord que tu les as mis par ordre de priorité, les prérequis? Alors, je les ai mis par ordre de priorité à mon sens. Mais forcément, en fait, on aura tous une vision différente de l'entrepreneuriat et des prérequis par rapport à ça. Mais pour moi, oui, c'est vraiment, en fait, l'ordre que je vois moi, quoi, clairement. Ok. Non, pour l'instant, il n'y a pas de questions, donc je pense que tu peux enchaîner. Allez, on continue. Comment trouver un projet auquel adhérer? Alors,
vous, les profils tech, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir des idées, évidemment. Mais parfois, il y a des projets qui existent et qui sont déjà lancés et vous vous dites, moi, voilà, j'ai pas forcément d'idée ou alors j'ai une idée, mais j'y crois pas vraiment. Donc, je vais aller voir un petit peu ce qui se passe sur le marché, ce que je peux avoir un peu à ma disposition et je vais voir si je peux rejoindre ces projets-là. Par contre, le truc, c'est de se dire, en fait, sur quel projet, en fait, je vais partir. Et pour ça, il faut avoir une notion, en fait, assez forte de l'intérêt en fait que peut avoir un projet et il faut réussir vraiment à se projeter là-dessus. Et en règle générale, par expérience en fait et par rapport à nous, ce qu'on peut voir côté tech, voilà ce qui est fait par les profils tech qui rentrent sur les bons projets et qui réussissent en fait à s'associer sur ce projet-là. Voilà ce qu'ils regardent en fait en premier. Alors, comment en fait on détermine un bon projet? Comment on détermine si un projet va réussir ou pas? En fait, c'est très compliqué. Il n'y a personne, nous, pour dire si un projet va réussir ou pas. Par contre, en fait, il y a quand même quelques indicateurs. La première chose, et là, pour le coup, je vais commencer par le bas, c'est la présence d'un marché. Vous avez énormément de projets qui sortent un petit peu comme des champignons, qui n'ont pas été extrêmement travaillés. Et en fait, on se rend compte que c'est une idée, mais qui repose sur un problème personnel et où on n'est pas allé vraiment interroger le marché pour voir si ce problème-là, en fait, il existait. Le but de la création d'une entreprise et le but de l'entrepreneuriat, c'est de résoudre un problème. Donc, c'est d'apporter une solution à un problème. Si le problème n'existe pas, votre solution, elle ne va pas marcher. C'est-à-dire que vous allez sortir un projet, en fait, qui va pas fonctionner parce qu'en fait, vous n'allez jamais trouver votre marché. Et ça, c'est une des 3 raisons principales d'un échec entrepreneurial. C'est la première raison. La deuxième, c'est une équipe d'associés qui ne fonctionne pas. La troisième, c'est le cash. On n'a plus de cash, on ne peut plus continuer, on n'a plus d'argent, on ne peut plus continuer le projet. Donc ça, c'est la première chose à regarder, c'est est-ce qu'il y a bien un marché qui existe? Est-ce qu'il y a bien un problème qui est existant? Et est-ce qu'il y a des gens, en fait, qui ont ce problème en nombre suffisant pour que moi, je puisse apporter ma solution? Ça, c'est la première chose vraiment à regarder. Il y a une deuxième chose, c'est l'analyse du potentiel. Alors, attention, ce n'est pas toujours à vous, évidemment, d'aller récupérer la réponse à ces questions. Ça, logiquement, en fait, vous avez, parce que vous êtes plutôt du côté technique, mais vous avez un porteur de projet ou une porteuse de projet ou une équipe en face qui est plutôt sur la partie business et qui doit être capable, en fait, de répondre à ces questions. Mais si vous posez ces questions et que vous n'avez pas de réponse, c'est plutôt mauvais signe. Donc, l'analyse du potentiel, là, c'est vraiment sur la partie marché et potentiel de développement du projet. C'est-à-dire que concrètement, OK, j'ai un marché qui existe, mais attention, de combien de personnes on parle? Est-ce que je vais réussir à mettre en place ce modèle économique? Est-ce que les gens, en fait, OK, ils ont un problème, mais est-ce qu'ils sont prêts à payer pour acheter ma solution ou pas? Quelle est la taille, en fait, de mon marché? Parce que si vous avez un marché qui est trop petit, forcément, ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez stagner et que du coup, le projet ne va pas se développer. Il y a une chose qui est très, très importante aussi dans l'analyse du potentiel, c'est l'expertise métier, la logique métier en fait que peuvent avoir les profils qui portent le projet. Si un porteur de projet ou une porteuse de projet n'a pas forcément de connaissances dans son domaine, que vous vous rendez compte qu'en fait, il ou elle porte un projet qui n'a rien à voir avec ses compétences ou son cursus de base et qu'elle est assez éloignée, ça sent mauvais en général parce que au bout d'un moment, on va être limité parce que vous allez vous retrouver face à d'autres acteurs du marché où l'expertise métier est bien présente et ça va ruiner en fait le potentiel du projet. Le challenge technique, on a beaucoup de profils dev, profils CTO qui s'engagent en fait sur des projets parce qu'ils ont repéré un vrai challenge technique. Mon conseil pour vous, vraiment profil technique, c'est d'éviter de partir sur des projets où vous sentez que le projet, voilà, il est super intéressant, mais techniquement, le challenge technique, il est très peu élevé. Je donne un exemple, mais très bête, mais qui arrive très souvent sur notre plateforme, c'est les porteurs de sites e-commerce sur des produits ou des choses assez classiques. J'ai n'importe quoi, mais un site e-commerce de chaussures. Un site e-commerce de chaussures, c'est très bien, mais à l'instant T, on a tant de fonctionnalités. Dans 1 an, on aura le même nombre de fonctionnalités. Dans 3 ans, le site e-commerce, ce sera toujours un site e-commerce qui vendra des chaussures. Et si le challenge technique, vous sentez que vous n'allez pas pouvoir évoluer et que vous n'allez pas pouvoir
vous éclater en fait dans la partie technique du projet, ça ne sert à rien d'y aller parce qu'au bout d'un moment, vous allez vous embêter. Et sauf erreur de ma part, la plupart des profils techniques, vous êtes toujours dans une démarche d'apprentissage, de formation, d'auto-formation principalement. Et forcément, au bout d'un moment, bah, vous allez un petit peu vous embêter. Et il y a une chose qui est très, très importante aussi, c'est sur la partie perso, c'est les gains estimés. Concrètement, c'est quand on vous sollicite pour un projet, l'idée, c'est vraiment de vous dire à vous qu'est-ce que ce projet il va m'apporter, et qu'est-ce que je recherche. Et là-dessus, en fait, il y a un vrai travail sur vos valeurs à faire. Et ça, c'est la même chose en fait côté porteur de projet, plutôt business. C'est-à-dire que concrètement, il faut vous poser la question à un moment donné de qu'est-ce qui est important pour vous, de faire un peu cette introspection. Quelles sont mes valeurs en fait? Je sais pas, est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est l'épanouissement? Et en fait, si le projet ne répond pas à vos valeurs et que vous sentez que le gain estimé est trop faible par rapport à ce que vous espérez personnellement, eh ben ça marche pas. Et attention, hein, une des valeurs, ça peut très bien être l'argent. L'argent, c'est une valeur. Hein. Gagner de l'argent, c'est une valeur. Si c'est très important pour vous et que vous sentez que c'est un projet où il y a pas de marché, pas de potentiel et que concrètement, bah, sur ce projet-là, vous allez y passer 2 ans, vous allez y mettre énormément d'énergie et qu'à la fin, vous ne gagnerez pas d'argent, vous allez être énormément frustré par rapport à ça. Donc voilà, c'est toutes ces petites questions qu'il faut se poser et qu'il faut, toutes ces petites choses en fait, qu'il faut analyser avant vraiment de vous lancer sur un projet. Ok. Il y a Noël qui a mis une petite question qui disait qui voulait rebondir sur la notion de problème. Ouais. Il disait, il a mis bon, un problème, est-ce que c'est forcément un marché? Bon, Noël, peut-être que tu précises ce que tu peux dire. Alors, Il disait par exemple, je veux créer un jeu de société et le jeu peut plaire, mais quel problème il résout? Alors, quel problème il résout? Il résout pas vraiment un problème. Enfin, il résout un problème. C'est de l'amusement en fait. C'est-à-dire que tu vas apporter en fait un loisir à quelqu'un qui a envie de jouer, qui a envie de s'éclater. Par contre, il y a une autre échelle qu'il faut regarder, c'est l'échelle des besoins. C'est-à-dire à quel stade en fait ce besoin il est vital ou non pour les utilisateurs. Un problème, c'est pas forcément un marché. Exemple, si moi j'ai la volonté d'avoir des chaussures, à un moment donné, il y a des chaussures qui sont sorties, je ne sais pas si vous vous rappelez, où il y avait des roulettes, sous les chaussures, on pouvait rouler. Il y avait une problématique un peu de loisir dessous, où on se disait, bah voilà, en fait, moi je veux des chaussures parce que j'ai envie de m'éclater et de temps en temps m'éclater un peu et je sais pas, de rouler sur 5-6 mètres. Et il y avait une autre problématique en fait qui était attaquée par rapport à ça, c'était de se dire d'aider les utilisateurs à se déplacer plus rapidement. Et en fait, ce problème-là, ça fait un flop parce qu'en fait, c'était pas vraiment un problème. Les gens qui veulent se déplacer plus rapidement, ils ont un vélo, ils ont des rollers, ils ont un skate, ils ont des trottinettes, ils n'ont pas besoin d'avoir des roulettes sous leurs chaussures. Et du coup, en fait, ce problème, le seul problème entre guillemets qui a été résolu, c'était le problème un peu de se dire j'ai envie de m'éclater et j'ai envie de rouler en fait sur 5 mètres. Et là, en fait, si tu veux, il y a très peu de marché pour ça. Il y a très peu de gens en fait qui ont envie de s'éclater et de rouler sur 5 mètres. Et en plus, c'est pas vraiment en fait une problématique qui est majeure. Tu peux très bien avoir en fait des problèmes qui ne touchent que quelques personnes. Et dans ce cas-là, en fait, bah tu vas pas vraiment avoir de marché et du coup, tu vas pas vraiment avoir de potentiel. Je sais pas si c'était vraiment la question et si j'y ai répondu correctement. Hein, mais Et je pense que oui. Il a marqué merci beaucoup. Ouais, okay. Super. Top, merci. Eh bien, avec plaisir. On continue. Alors, je ne vais pas vous laisser comme ça parce qu'il y a forcément des choses, en fait, ces infos, il faut aller les chercher, bien sûr. Mais pour ça, il y a des outils. C'est-à-dire que avant, en fait, pour aller chercher toutes ces informations, soit ça se joue à la parlotte et en fait, vous avez quelqu'un en face de vous qui est très, très convaincant et qui, du coup, va vous dire, bah, OK, t'inquiète pas, mon projet, il y a un marché. Attention, il y a un super potentiel. Attention, tu vas t'éclater pendant des années sur ce projet, t'inquiète pas. Et puis, ça correspond parfaitement à ce que tu recherches. Mais ça, en fait, pour ça, il y a des outils qui existent vraiment, des outils phares de l'entrepreneuriat et qui vont vous permettre, vous, de vous stabiliser par rapport à ça, de vous faire votre propre avis. OK ? Alors, les outils, je les ai listés. J'en ai listé 5. J'anticipe ta question, Raphaël. Là, pour le coup,
ils ne sont pas vraiment par ordre d'importance pour moi. Pour moi, ils sont tous aussi importants les uns que les autres. Alors, il y a des outils et des bonnes pratiques. Je vais vous les donner, on va les lister et on va en parler une par une. Premièrement, c'est l'étude de marché. La première chose à faire quand vous rencontrez un porteur de projet, une porteuse de projet ou une équipe en fait qui vous présente son projet, c'est de lui demander si elle a étudié son marché. Et pour ça, en fait, il y a plusieurs choses qui existent. Alors, il y a 10 ans, 15 ans, il y avait des documents, ça existe toujours ça, mais il y avait des documents d'une 50aine de pages où en fait on faisait une étude de marché, on faisait ce qu'on appelait des tests, des questionnaires qualitatifs, des questionnaires quantitatifs où en fait on allait interroger des panels pour avoir des retours, on leur posait des questions assez précises et ça nous permettait d'avoir des pourcentages, de dire bah voilà, il y a telle personne qui a tel problème, il y a telle personne qui est prête à payer tant pour avoir son problème résolu. Et ça s'appelait l'étude de marché. C'est-à-dire que concrètement, on faisait une étude sur des panels d'utilisateurs pour voir si le marché existait et si l'idée qu'on avait eue, en fait, elle pouvait répondre véritablement à un vrai problème. Aujourd'hui, les études de marché, ça se fait en ligne, ça se fait beaucoup plus rapidement. En gros, une étude de marché, vous créez une landing page, vous mettez, je sais pas moi, 50, 60, allez, 100 balles de Facebook Ads ou de Google Ads, vous redirigez sur la landing page, vous mettez des faux boutons acheter et vous voyez en fait concrètement si les utilisateurs sont prêts à acheter ou sont intéressés en fait par votre produit. Je le schématise forcément, mais aujourd'hui, l'idée c'est de se dire qu'il n'y a pas plus efficace que ça pour moi, et c'est fini en fait les études de marché qui durent 3 mois, qui se vendent 15 000 euros, parce que oui, ça se vendait vraiment 15 000 euros. Aujourd'hui, en fait, avec 100 euros de budget, vous pouvez faire des choses hyper intéressantes sur Internet. Et il y a même plein d'outils gratuits en fait qui existent pour faire ça. Ça, c'est la première chose à faire, c'est de se dire, de demander au porteur de projet ou à la porteuse de projet ou à l'équipe, est-ce qu'en fait, tu as bossé ton marché? Est-ce que tu sais s'il y a un marché qui existe? Et qu'est-ce que tu as fait pour ça? S'il n'a rien fait, il ne faut pas y aller. C'est pas bon. S'il n'a pas de données marché à vous donner, c'est pas bon. OK? Deuxièmement, alors là-dessus, forcément, le cahier des charges. Là-dessus, il va falloir être un petit peu, tolérant. Pourquoi? Parce que vous allez très souvent avoir en face de vous des gens qui ne sont pas aussi techniques que vous, même si vous êtes plutôt sur une tranche de développeur junior et vous êtes en post-formation. Donc voilà, vous êtes au démarrage en fait de votre carrière de développeur en tout cas. En face de vous, vous allez avoir des utilisateurs qui on fait un cahier des charges, mais avec leurs mots. Donc, en fait, il n'y aura pas de mots techniques. Vous n'allez pas forcément retrouver ce que vous attendez dans ce cahier des charges, en tout cas comme vous définissez un cahier des charges. Mais c'est justement ça qui est beau, c'est votre rôle, en fait, de transformer ce cahier des charges fonctionnel en cahier des charges technique et de voir, en fait, si tout est réalisable. Ça, c'est aussi une question à poser. C'est de se dire, en fait, est-ce que Michel, disons qu'on est un porteur de projet qui s'appelle Michel, est-ce que Michel, tu as fait un cahier des charges et un cahier des charges pour un porteur de projet, ça veut dire lister déjà des fonctionnalités, potentiellement une arborescence, lister en fait tout ce qui doit être produit pour créer en fait ce produit, pour créer ce service. Et ça, en fait, si la personne en face n'a pas travaillé, c'est pareil, il ne faut pas y aller parce que ça veut dire qu'elle a juste une idée, qu'elle n'a pas réfléchi à l'application véritable de son projet et elle n'a même pas fait cet effort-là. Si elle n'a pas fait cet effort-là, le projet, il ne vaut rien. Donc ça, c'est un deuxième outil à vérifier. Le business model. Alors, le business model, ce n'est pas un outil. Le business model, ou le modèle économique en français, vous parlez très bien anglais, j'imagine, c'est la manière de gagner de l'argent. C'est comment on gagne de l'argent. Okay, donc, un business model, ça peut être un abonnement, par exemple, ça peut être un forfait. Un business model, ça peut être un programme que vous payez, par exemple, sur 3 mois. Il y a plein de modèles, ça peut être une commission, ça peut être plein de choses. Il y a plein de modèles économiques qui sont possibles. La question qui détermine en fait la réponse au business model, c'est comment est-ce qu'on gagne de l'argent sur ce projet? Et bien là, c'est pareil, c'est une question absolument à poser et de voir en fait si la personne ou l'équipe en face de vous a réfléchi à ça et si elle est capable de vous dire comment est-ce que concrètement on va gagner de l'argent grâce à ce projet-là. Si elle n'est pas capable de répondre à ça, c'est pareil, il ne faut pas y aller. Et une fois, et même si elle vous répond à ça, il faut voir également si elle a fait son étude de marché qui lui permet de valider son business model. Si concrètement, je vous donne un exemple très précis, si elle vous dit, bah moi en fait, la volonté que j'ai, c'est de mettre en place un abonnement sur la plateforme, si elle n'a pas fait cette personne la démarche d'aller interroger des utilisateurs
pour être sûr que, un, il y ait bien un problème et que deux, ils soient prêts à payer un abonnement et à s'abonner sur 1 an ou sur 2 ans, en fait, ça vaut rien. C'est-à-dire que c'est un business model qui s'est fait au doigt mouillé et que concrètement, il n'y a pas trop de gamberge derrière, quoi. Donc, bien réfléchir à ça et bien poser cette question. Le business plan. Alors ça, c'est un outil qui est beaucoup plus… le business plan, c'est quoi? C'est l'histoire de l'entreprise. Donc, c'est un outil, en fait, qu'on va utiliser, qui va constamment évoluer avec le projet. Et dans le business plan, il y a 2 parties. Il y a un business plan qui est rédactionnel, où en fait, vous allez dire, voilà, j'ai projet cofondateur, nous, on s'attaque au marché des porteurs de projets qui recherchent des associés, on s'attaque au marché des entrepreneurs qui ont envie de créer des sociétés. Qui sont nos concurrents? Donc, vous listez tous les concurrents. Quelles sont les barrières à l'entrée? Quel est le potentiel de développement? Qu'est-ce qui a été fait sur le marché pour vous aider par rapport à ça? Qu'est-ce qui est… comment se compose l'équipe, voilà, c'est toutes ces informations-là qui résultent en fait du projet. C'est un petit peu l'histoire, c'est un livre qu'on raconte. Et je disais que du coup, il y a 2 parties. Il y a le business plan qui est rédactionnel et il y a le business plan qui est prévisionnel. Le business plan prévisionnel, c'est la partie en fait chiffrée. Donc c'est la partie concrètement, c'est un Excel où on va rentrer toutes les charges de l'entreprise pendant 3 ans ou 5 ans. Les prévisionnels, en général, c'est soit sur 3 ans, soit sur 5 ans. Tous les gains anticipés de l'entreprise sur 3 à 5 ans. Combien on va faire de recrutement. Alors, très souvent, forcément, quand vous vous lancez, c'est assez compliqué. Le but d'un business plan, on dit souvent, c'est de se tromper le moins possible. C'est pas de réussir à tout prix. Il n'y a aucun entrepreneur au monde qui a fait un business plan qui colle à la réalité à 100%. Ça n'existe pas. Mais c'est vraiment un document qui est très important et qu'il faut demander aux porteurs de projets. C'est très souvent aussi demandé par les financeurs et les banques. C'est ce qui va vous permettre derrière d'aller chercher des financements parce que c'est ce qui va prouver en fait par A plus B que vous êtes capable de rembourser un emprunt, que vous êtes capable de vous développer à partir du moment où on vous donne de l'argent. Donc, le business plan, c'est un outil qui doit être présent en fait et qui doit exister pour permettre au projet de se développer. Et enfin, un outil qui pour moi est très très important, c'est un outil qui est à la fois écrit et oral, c'est ce qu'on appelle le pitch. Donc, le pitch, c'est la présentation du projet. Un pitch, ça peut se faire en 2 minutes, ça peut se faire en 30 secondes, ça peut se faire en 10 minutes. Le résultat, c'est le même. C'est de parler du projet, mais de manière suffisamment synthétique et de manière suffisamment complète à la fois pour vraiment captiver l'utilisateur. Et le pitch, ça se déroule toujours de la même manière. C'est quel est le problème que j'affronte? Quelle est ma solution? Okay. Qu'est-ce qui existe sur le marché? En quoi je me différencie? Quelle est mon offre en fait globale? Comment je gagne de l'argent et comment je me vois dans 2, 3, 4, 5, 10 ans, quoi. L'idée, c'est un petit peu ça, c'est de suivre cette trame et il faut pas hésiter en fait à demander à un porteur de projet, ça se fait beaucoup, de demander à un porteur de projet, une porteuse de projet ou une équipe encore une fois qui défend un projet, de dire est-ce que vous pouvez me pitcher le projet? Et vous allez tout de suite voir si la trame elle est assez claire dans leur esprit ou pas du tout, quoi. Ok. Super intéressant, super intéressant. Vous n'avez pas de questions autour de ça? Moi, pour info, chez Modulo, le business plan a déjà changé 2 fois. Ouais, c'est c'est un classique parce que, bon, moi, au départ, pour le coup, j'avais un peu de mal avec les business plans parce que je me disais, est-ce que ça va avec une philosophie un peu lean où on est prêt à changer en fonction des besoins des clients, de ce qu'on découvre? Et en fait, ça, c'est super utile pour être super aligné avec les associés, je trouve. C'est Ça permet exactement. de poser pas mal de problématiques, de poser pas mal de sujets. Et c'est vrai que c'est un outil super intéressant. C'est exactement ça, je te rejoins parfaitement. Ça permet surtout, en fait, alors, il y a vraiment cet intérêt financier, mais il y a aussi cet intérêt aussi de dire, en fait, où est-ce que j'en suis dans mon projet. Parce que c'est intéressant, Raphaël, ce que tu dis, mais en fait, ça n'existe pas, les projets digitaux, en tout cas, un peu start-up, qui ne pivotent pas. Donc, les pivots, ça existe tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, vous partez d'une idée et vous dites, moi, en fait, je vais gagner de l'argent comme ça. Au bout d'1 an, je vais faire ça. Et en fait, ça ne marche pas du tout comme vous l'avez prévu. Et ça, c'est sur tous les projets. Nous, cofondateurs, on a pivoté en termes de modèle économique. On a pivoté, mais 4 ou 5 fois déjà. Et c'est logique. En fait, tu testes des choses. À un moment donné, tu es obligé de tester sur le marché. Et c'est vraiment cette approche ligne-là qu'on a eue aussi, nous, chez cofondateurs. Tu es obligé de tester des choses. Et si le retour utilisateur, il n'est pas bon,
en fait, tu es obligé de changer, de pivoter. Et forcément, ça, il faut le répercuter le plus rapidement possible dans ton business plan. Alors, c'est chiant parce qu'à chaque fois, tu dois tout réécrire, tu dois changer ton prévisionnel. Clairement, ouais. Mais c'est un peu ta feuille de route où tu te dis, en fait, concrètement, voilà, je sais où j'en suis, quoi. Et ça permet de te remettre un peu les idées en place. Très clair. Comprendre la philosophie d'un porteur de projet. Alors, ça, c'est assez… Alors, juste Valentin, avant de partir sur ce slide-là, il y a une petite question. C'est comment faire des projections financières réalistes quand on est à fond dans son projet, parce que forcément, on a l'idée du siècle. Oui, alors ça, c'est la question, que tout le monde se pose un petit peu. Le but d'une projection, le but d'un prévisionnel, moi, je pense qu'il faut que ce soit à la fois ambitieux et lucide. C'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, un investisseur, par exemple, si vous, un jour, voulez lever des fonds, un investisseur, il va regarder deux choses. Il va regarder, en fait, si vous avez la tête sur les épaules et il va regarder si vous avez de l'ambition. Donc, c'est-à-dire que concrètement, un business plan où tu as dans le prévisionnel, en fait, une société qui fait 1 million au bout de 15 jours, en fait, il le jette à la poubelle parce qu'il va se dire, en fait, c'est complètement, j'abuse un peu, je force le trait, bien sûr, mais il va se dire, ça tient pas la route. Par contre, un business plan sur lequel, en fait, tu fais 200 000 euros au bout de 6 ans, il va se dire, mais en fait, ça sert à rien que j'investisse là-dedans parce qu'en fait, au bout de 6 ans, je vais récupérer 200 balles. Il va falloir beaucoup de temps avant que ça fonctionne. Ce qui est sûr, c'est que ton prévisionnel, la première fois que tu le fais, tu es obligé, en fait, de te baser sur une part un peu d'intuition. Donc, c'est-à-dire que nous, ce qui nous a beaucoup aidé sur Cofondateur, je vais prendre mon exemple personnel, mais ce qui nous a beaucoup aidé, c'est d'avoir la plateforme. La plateforme, elle a été gratuite, en fait, pendant 1 an et demi. Et encore aujourd'hui, alors, pour tous les profils techniques, elle est 100% gratuite. Et pour les porteurs de projets, elle est en freemium. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux t'inscrire, poster ton projet gratuitement et tu peux répondre à tous les profils tech qui te contactent. Mais pour accéder à toute la base de profils tech, tu dois choisir un programme et c'est comme ça en fait que nous, on va t'accompagner pour trouver les profils tech en face. La plateforme, elle a été gratuite pendant 1 an et demi. Et nous, c'est ce qui nous a permis en fait vraiment de faire notre prévisionnel. Je m'explique. En fait, on a eu des utilisateurs qui étaient gratuits, qui ont utilisé la plateforme, qui nous ont fait des retours et qui nous ont dit, putain, votre idée, elle est vraiment pas mal, mais moi, je verrais bien ça, je verrais bien ça, je verrais bien ça. Nous, on a noté tous les retours et dès qu'on avait des retours qui étaient suffisamment importants, en fait, on développait cette fonctionnalité-là. Un mec qui dit, moi, j'aimerais bien en fait que le menu, il soit pas hamburger et qu'il soit horizontal, classique. Si c'est le seul mec qui te le dit, tu vas pas le faire pour lui faire plaisir. Ça sert à rien. Tu peux pas répondre à tout le monde. Tu es obligé de concentrer un maximum de retours. Et en fait, tous ces retours-là, on les a eus. Et en travaillant sur ces retours-là, on a commencé à demander si un jour la plateforme, alors pour vous, vous inquiétez pas, elle sera toujours gratuite. Et c'est ce qu'on a fait. Tous nos utilisateurs gratuits sont toujours en gratuit. Mais si un jour la plateforme passait payante, est-ce que vous auriez été prêt, vous, à payer combien? Et en fait, c'est comme ça en fait que tu fais ton prévisionnel. C'est-à-dire que tu prends la répartition des gens qui t'ont dit qu'ils sont prêts à payer et après, tu regardes combien ils sont prêts à payer. Et à partir de là, tu te dis, bon voilà, moi, je prévois d'avoir 10 000 utilisateurs sur les 2 prochaines années. On m'a dit qu'il y en avait 60%, il y a 60% d'utilisateurs qui m'ont dit qu'ils étaient prêts à payer et en moyenne, ils sont prêts à payer 100 euros. Et du coup, tu répercutes ces chiffres-là. Et en fait, ce qui est bien, c'est que c'est complètement logique. Et ça, un investisseur ou un banquier, en fait, il va le comprendre. Parce qu'en fait, tu es parti de ton étude de marché. Et nous, notre étude de marché sur Cofondateur, on l'a fait en développant la plateforme. Avec tous ces retours, tu te bases en fait sur ton retour marché et tu viens le mettre dans un business plan. Et là, en fait, tu ne peux pas être à côté de la plaque. Ce n'est pas possible parce que c'est des vraies données, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. En tout cas, c'est une base, je pense. C'est une belle réponse, belle réponse. Il y a Nabil qui dit yes, merci, parfait. Il y a une autre question de Noël. Par exemple, une étude de marché avec une landing page avec Google Ads, Facebook Ads, etc. Ouais. Est-ce que l'utilisateur est au courant que le site ne fonctionne pas? Comment ça se passe? Alors, très souvent, ce qui se passe, c'est que les utilisateurs, ne sont pas au courant que le site ne fonctionne pas. Et en fait, ils le découvrent sur le CTA, donc sur le call to action. En fait, au moment où tu as un produit qui t'intéresse et tu dis, putain, mais c'est génial ce truc-là, c'est génial cette marque de bracelet. Je ne la connaissais pas du tout. Ils vont cliquer sur acheter. Et là, tac, tu as une pop-up qui apparaît ou un petit message qui apparaît qui te dit le produit sera prochainement disponible, etc. Et tu sais que c'est $1. Tu sais que voilà, tu te sens peut-être un peu frustré, mais ce n'est pas très grave. Mais tu as donné de l'information capitale au porteur de projet qui sait en fait que potentiellement tu étais prêt à acheter. Et lui, en fait, il a juste à aller
aller récupérer en fait ces données-là pour se dire, OK, en fait, il y a 200 mecs qui sont venus sur mon site, il y en a 60 qui ont cliqué sur acheter. Putain, là, acheté un truc, quoi. Tu vois. Donc, voilà, voilà comment, en général, c'est ce qui se passe, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que je continue? C'est bon, je pense que c'est bon. Là. Ok, cool. Allez, je continue. Comprendre la philosophie d'un porteur de projet. Alors, très, très souvent, vous allez vous retrouver face à des porteurs de projet qui sont non techniques. Alors, pas que, hein, il y a évidemment des porteurs de projets techniques, mais en général, les porteurs de projets qui sont techniques et qui ont le même profil que vous, ils ne vont pas rechercher les profils, des profils comme vous, parce que forcément, vous allez un peu vous marcher sur les pieds. Donc, vous allez avoir en général des profils qui ne sont pas dev, qui peuvent être un peu techniques parce qu'ils ont fait un peu de code, mais qui sont plutôt en général dans une problématique un peu non technique. Et la vraie difficulté, nous, qu'on observe sur Cofondateur, c'est que on a toujours des différences entre les profils techniques et profils non techniques, et c'est des différences, je l'ai noté, hein, à la fois d'expérience, de préoccupation, de besoins et de profils. Donc, je vais détailler un petit peu tout ça, mais de manière un peu plus globale cette fois. En fait, il faut bien vous dire une chose, c'est que on n'est pas câblé exactement pareil. Moi, je vais me mettre dans le camp des porteurs de projets business. On a déjà des clichés très souvent les uns envers les autres, hein, où on se dit un porteur de projet va se dire un profil tech, c'est un mec, il sort pas de chez lui, il est tout le temps en train de coder, il est devant son ordinateur, il a un t-shirt Slipknot, il est en tongs et il code. Alors évidemment, c'est jamais comme ça, hein, on est bien d'accord, et c'est un cliché, et il n'y a pas tout le monde qui a ce cliché-là. Et vous, de l'autre côté, il y a très souvent des clichés, c'est ce qu'on observe vraiment, hein, des clichés des profils techniques envers les profils business, où on se dit un profil business, en fait, c'est un mec qui connaît rien, il a fait son école de commerce à 30 000 balles, il a un pipeau, il raconte n'importe quoi, il a zéro compétence, et en fait, nous, on va lui servir un peu de faire valoir pour essayer de développer son projet. Alors déjà, il y a ces clichés-là qui, malheureusement, ont la peau tenace, et nous, en fait, sur Cofondateur, on est vraiment là pour casser un peu tout ça et expliquer que c'est pas du tout ça. C'est simplement, par contre, qu'on n'est pas vraiment câblé pareil. C'est-à-dire que les profils tech, en règle générale, vous êtes beaucoup plus rigoureux, vous êtes beaucoup plus organisé, vous êtes en général un peu plus, dans votre démarche, un peu plus introverti, vous êtes et vous avez une très belle vision produit. C'est-à-dire que typiquement, vous êtes capable de déterminer si telle ou telle fonctionnalité va être utile ou pas, et la manière en fait et le temps qu'il faut passer pour la développer, si le temps en fait nécessite ça. Et en général, malgré tout, c'est assez sous-estimé, mais vous avez cette vision-là. Les porteurs de projets business, nous, on a une démarche un peu différente. En général, on est un peu moins rigoureux, on est moins pragmatique, on est un peu plus, on va dire, anguille. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça s'explique d'une manière très simple. Moi, je prends toujours le même exemple. Quand vous avez fait de la vente, alors je ne sais pas si vous en avez fait, je sais qu'il y a certains profils qui sont en reconversion aussi chez vous, mais quand vous avez fait de la vente, moi, j'en ai fait beaucoup de la vente et c'est jamais arrivé, mais jamais de chez jamais, que j'arrive chez un client avec une proposition, que je lui dise, tiens, voilà ma proposition, et que le mec me dit, ah ouais, c'est super, ça me va parfaitement, mais à la ligne près, ça n'arrive jamais ça. Et en fait, il y a toujours une phase un peu de négociation où tu vas être obligé de faire des concessions, où tu vas être obligé d'avancer d'un pas, reculer 3 pas pour réavancer de 4 pas. Et du coup, nous, les profils business, on est un peu plus comme ça, on fait plus de concessions, on est moins, je ne vais pas dire arrêté, mais on est moins tranché en fait sur des avis. Et forcément, du coup, parfois, on a l'impression qu'on essaye un peu de raconter n'importe quoi. Alors, il y a plein de profils business qui racontent n'importe quoi, ça c'est clair. Mais du coup, il y a cette différence un petit peu de câblage. Une fois que ça c'est compris, la règle principale pour éviter déjà ça, c'est de vulgariser son langage. C'est-à-dire que vous, typiquement, vous avez un langage que les non-techniques ne comprennent pas. Quand vous allez parler, c'est tout bête, mais de techno, quand vous allez parler de framework, quand vous allez parler de base de données, d'administration système, en face, le mec, il ne comprend rien du tout. Et lui, pareil, il va parler de ces termes qu'il a appris en école de commerce ou peu importe, mais il va parler de brainstorming, et ce n'est pas un mot très compliqué, mais vous avez compris un petit peu l'idée. Il va parler en fait de sujets, d'outils que peut-être vous ne connaissez pas. La première chose, c'est de vulgariser son langage et d'être capable d'expliquer en fait ce qu'on sait faire et d'expliquer à l'autre qui ne sait pas faire en fait exactement ce que c'est. À partir du moment
où vous avez mis ça en place et que vous êtes un petit peu au courant de ça, bah forcément, c'est déjà plus facile de communiquer. Donc, vous vous rapprochez un petit peu. Et ensuite, quand vous rentrez en fait sur un projet, alors il y a le projet en lui-même, mais il ne faut jamais partir sur un projet si vous n'avez pas un coup de cœur professionnel, bien sûr, pour le porteur de projet ou la porteuse de projet. Si le mec ou la fille en face de vous, vous sentez que c'est un peu brinque-ballant, vous sentez que c'est un peu bancal, que typiquement le projet est sympa, mais ça va être un peu compliqué, il ne faut pas y aller. Il ne faut surtout pas y aller. Et pour ça, il faut bien mesurer certaines choses. Quelle est son expérience? Elle développe ce projet. Oui, mais ok, mais est-ce qu'elle a une logique métier? J'en parlais tout à l'heure. Est-ce que concrètement, elle a déjà travaillé là-dedans? Est-ce qu'elle a identifié un problème qui est réel? Ok. Quelles sont ses préoccupations? Je le disais tout à l'heure, au même titre que vous, vos valeurs et ce qui est important pour vous, il faut bien comprendre ce qui, pour elle ou lui, est important et voir si vous le comprenez et si c'est important pour vous et pour lui et si ça colle. Le besoin et le profit, c'est pareil. Quel est son besoin et qu'est-ce que ce projet va lui apporter? Il faut en fait que vous soyez alignés là-dessus. Et tout ça, en fait, c'est juste de la communication et du temps passé ensemble. Mais si vous ne faites pas ces exercices un petit peu à la fois de vulgarisation du langage et de renseignement l'un sur l'autre, en fait, ça ne sert à rien et vous n'allez jamais vous comprendre. C'est forcément un peu abstrait tout ce que je dis et ça se fait par des conversations, ça se fait par des échanges, mais c'est pareil, c'est une base, on ne peut pas parler de tout, évidemment, on n'a que 45 minutes, enfin on a 1 heure en tout, mais on pourra pas, voilà, on pourra pas parler de tout, mais ça vous donne une base par rapport à ça. Ok. Ok. Quelles sont les bonnes pratiques à adopter quand on intègre un projet, qu'on est profil tech, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qu'on attend de vous en fait? Et qu'est-ce qui va faire? Qu'est-ce que vous allez apporter qui va faire que le projet va fonctionner? Premièrement, vous êtes là avant tout pour trouver des solutions techniques. C'est-à-dire que le profil business ou le profil porteur de projet en face de vous, en fait, il faut qu'il soit capable déjà de vous écouter, parce que ça va être à vous d'apporter toutes les solutions techniques. Parce que lui, il a une idée, mais il n'est pas capable de la produire. Et vous êtes capable de produire son idée. Et en plus, vous êtes capable d'avoir des idées, vous aussi, on est bien d'accord. Et donc, le premier but, c'est de trouver des solutions techniques et de prendre des initiatives par rapport à ça. Deuxième point, être force de proposition. Il ne faut pas oublier que quand on entreprend, vous êtes un associé. Vous êtes un associé d'un projet. Donc, du coup, vous n'êtes pas un exécutant. Donc, vous allez être là pour être écouté. Et concrètement, ça va être à vous de proposer des choses. Et ça va être à vous aussi, pas d'imposer, mais de faire en sorte que les choses passent avec du dialogue, bien sûr, parce que si vous êtes persuadé de vous, de ce que vous dites, pardon, c'est que vous êtes vraiment un entrepreneur et que vous allez être capable, en fait, de développer ces choses-là. Une chose, et ça marche dans les deux sens, ce que je dis évidemment, aussi bien que le porteur de projet doit écouter la vision technique, vous devez écouter la vision business. Il y a forcément un porteur de projet qui est non technique. Alors oui, c'est un très mauvais technicien, mais un bon porteur de projet, c'est quelqu'un qui saura vendre, c'est quelqu'un qui saura communiquer, c'est quelqu'un qui aura une belle vision en fait du marché et du coup, forcément, à partir du moment où il va vous dire que potentiellement avec ce modèle économique-là, avec cette vision économique, vous allez y arriver, c'est qu'il y a forcément des choses à récupérer, même s'il ne faut pas prendre tout au pied de la lettre. Vulgariser son langage, je pense que j'en ai largement parlé, et cadrer. Vous êtes là vraiment, c'est aussi votre force, c'est cette rigueur et c'est ce cadre que vous êtes capable d'apporter. Et même si vous êtes junior, vous ne vous rendez pas compte à quel point, en fait, c'est hyper important et vos compétences, elles sont déjà hyper importantes dans un projet parce que vous allez être là pour stabiliser le projet via la technique, quoi. Très clair. Pas de questions dans l'auditoire? Je crois que ça va, on peut avancer. En plus, il est 43, je pense qu'il y a encore pas mal de trucs à dire en plus. Ouais, on y reviendra après si jamais, quoi. Comment est-ce qu'on trouve un ou des associés pour entreprendre sur votre projet? Bon, ça va aller très vite parce qu'il y a beaucoup, je vais enfoncer beaucoup de portes ouvertes. La première chose à faire quand vous cherchez des associés, parce que donc là, je pars dans l'idée, soit vous voulez rejoindre un projet ou bien si vous avez une idée, tout simplement, comment est-ce qu'on trouve des associés pour entreprendre sur votre projet? Il y a un autre débat, c'est est-ce qu'on doit s'associer ou pas, mais on n'a pas le temps de tout développer, bien sûr. Premièrement, c'est le réseau personnel. Moi, c'est la chose que je recommande tout le temps. C'est hyper important, dans un premier temps, de chercher dans votre entourage des entrepreneurs, des potentiels associés, soit des gens que vous connaissez, soit des gens qui vous ont été recommandés par d'autres gens que vous connaissez. C'est la base, en fait, pour vraiment trouver des associés. Ensuite, vous avez votre réseau professionnel. Après, c'est vraiment la difficulté. Et c'est pour ça que nous, on a une plus-value. Des plateformes comme la nôtre, en fait, elles ont une plus-value. C'est que dans votre réseau professionnel, en général, vous avez des gens, la plupart du temps, qui ont fait le même cursus que vous. Donc, forcément,
les techniciens ont un réseau de techniciens, les non-techniciens ont un réseau de non-techniciens. C'est là où nous, en fait, on crée des ponts, hein, forcément. Les startup week-ends, les clubs d'entrepreneurs, les événements, en fait, hein, de manière très simple et résumée, c'est hyper important pour faire des rencontres, pour apprendre plein de choses. Typiquement, ce qu'on est en train de faire. Alors, je ne sais pas si vous apprenez plein de choses, mais en tout cas, forcément, il y a des informations qui vont vous servir et il y a une autre vision des choses que vous allez avoir. Les associations d'étudiants ou les plateformes spécialisées. Alors, il faut savoir que cofondateur.fr, on n'est pas les seuls. Hein. J'aime bien, moi, nommer un peu nos concurrents. Il y a businessful.fr, massocier.fr, Adopt un CTO, ID's Voice. Il y a plusieurs plateformes, en fait, qui sont en général un peu plus généralistes et pour trouver, en fait, tout type d'associés. Très important cette partie-là, et je vais essayer de pas prendre. Tu me dis, hein, Raphaël, parce qu'on est déjà à 45, si jamais je déborde un peu, t'hésites pas à... Non, mais de toute façon, pose des questions au fur et à mesure. Donc, au pire, va jusqu'au bout de l'heure. Et puis là, tu apportes du contenu et de la valeur. Donc, Pas de problème. on va privilégier ça. Allez, on continue. Comment est-ce qu'on met en place une association avec un porteur de projet? Ça, c'est extrêmement important. À partir du moment, en fait, où vous avez trouvé potentiellement un associé, donc c'est un porteur de projet ou pas d'ailleurs, hein, mais un associé, comment est-ce qu'en fait, on met tout ça en place? Alors, il y a pas mal de choses. Moi, je vais commencer. Alors, je ne vais pas être très logique, mais je vais commencer par là. Je vais commencer par le milieu. Les relations humaines dans une association, c'est la base et c'est le truc le plus important. Il vaut mieux partir avec quelqu'un qui a des compétences, certes, mais qui n'a pas toutes les compétences, mais avec qui vous vous sentez bien, vous sentez que vous pouvez lui accorder votre confiance. Vous êtes à l'aise avec lui au bout de 10 minutes, vous n'avez pas plus rien à vous dire. Quelqu'un avec qui vraiment vous vous sentez bien, pour moi, c'est la base en fait d'une bonne association. Et après, il y a forcément les compétences et il y a pas mal de choses. C'est extrêmement important de vous dire que l'humain, en tout cas, c'est ma vision des choses, c'est que l'humain, c'est la base d'une association véritablement. Et c'est ce socle en fait qui va permettre à l'entreprise de se développer. Si ce socle, dès le départ, en fait, il est bancal et que vous êtes avec un mec, putain, il est super compétent, mais alors, par contre, c'est un vrai con, quoi. C'est un vrai con. Au bout de 10 minutes, vous n'avez plus rien à vous dire. C'est très compliqué. Vous avez du mal à le supporter. Il ne faut pas y aller. Et toutes ces associations qu'on voit avec des gens des utilisateurs qui sont partis sur un socle de relations humaines qui n'est pas terrible, ça tient un an maxi. Après, ça s'écroule. Je n'ai pas d'exemple, moi, qui me vient. Et pourtant, on a fait un peu plus de 1350 associations via la plateforme. Je n'ai pas un exemple qui me vient avec des associés qui ne s'entendaient pas bien au départ. Qui dit que il faut bien s'entendre, dit qu'il y a une période d'essai. Vous ne pouvez pas vous associer en 10 jours, vous ne pouvez pas vous associer en 15 jours. Moi, j'aime bien comparer ça, et je ne suis pas le seul, au mariage. Une association, c'est un mariage professionnel. Et évidemment qu'on n'est pas obligé de se marier dans la vie. Mais si on compare ça au mariage, vous associez en 15 jours avec une personne et on le voit, hein, croyez-moi, on le voit régulièrement sur la plateforme, malheureusement. Vous associez au bout de 15 jours, c'est un peu comme si vous aviez rencontré un garçon ou une fille un rendez-vous, ça s'est super bien passé. Vous faites un resto, vous faites un ciné, au bout de 15 jours, vous vous mariez. Qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un mois, 2 mois après, vous allez vous rendre compte qu'il y en a un qui veut des enfants et l'autre qui n'en veut pas. Vous allez vous rendre compte qu'il y en a un qui ronfle. Vous allez vous rendre compte qu'il y en a un qui a tendance à un petit peu trop picoler. Et forcément, en fait, il y a plein de choses que vous allez découvrir au fur et à mesure. Et ramener en fait sur une association, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il est nécessaire de mettre en place une période d'essai, et pendant cette période d'essai, en fait, il faut échanger ensemble, vous poser énormément de questions, apprendre en fait à vous connaître. Je parlais du travail sur les valeurs, notamment, apprendre à travailler ensemble surtout, parce que vous allez être avec des personnes avec qui vous n'avez pas le même volume de travail. Donc forcément, et là-dessus, il y a un truc qu'on emprunte très souvent en dev, c'est les sprints en fait. Moi, c'est ce que je conseille toujours. C'est ce modèle un peu de sprint, c'est de se dire, voilà, on collabore ensemble, on se fixe des objectifs qui sont lucides, mais qui sont quand même ambitieux. On se laisse 2 semaines. Pendant 2 semaines, on bosse comme des malades. Au bout de 2 semaines, on fait un point et on regarde qui a atteint ses objectifs, qui les a pas atteints. Le but, c'est pas de se comparer et de dire, ah putain, t'es nul. Le but, c'est de comprendre et de voir en fait si au bout de 2 semaines, chacun en fait respecte ce qu'il a dit. Attention, pourquoi t'as pas réussi cet objectif? Ok, parce que tu n'avais pas assez de temps. En fait, si tu n'as pas assez de temps au bout de 2 semaines à accorder au projet au bout de 2 semaines, en fait, on va où? Allez, on se relaisse 2 semaines et on voit. Et si au bout de 2 semaines, il n'a pas réussi ses objectifs, c'est terminé, on passe au suivant. Il faut vraiment se dire ça. Il y a une chose qui est très importante dans la période d'essai aussi, c'est l'argent. C'est le sujet de l'argent. C'est vraiment un sujet qu'il ne faut pas sous-estimer. Pour moi, c'est le sujet numéro 1. Quand vous créez une entreprise, vous n'êtes pas des philanthropes. Personne n'est philanthrope.
il y a forcément des gens qui créent des associations à but non lucratif. Et là, en fait, on n'est pas dans une démarche de création d'entreprise, on est dans une démarche de création d'association tout simplement. Et quand vous créez une entreprise, il y a forcément, je ne dis pas du tout que c'est le plus important, mais il y a forcément une volonté de gagner de l'argent et de faire prospérer cette entreprise. Et du coup, il est extrêmement important de se poser les questions suivantes. Combien tu veux gagner? Avec quelle rémunération tu es à l'aise? Imagine, Michel, qu'on a un trou de trésorerie dans 6 mois, on ne peut pas se payer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais, toi? Est-ce que tu as de la réserve de côté? Est-ce que tu es capable d'aller chercher de l'argent autre part? Comment on fait? Eh bien, en fait, si vous ne faites pas ce travail-là, eh bien, au moment où vous allez avoir un trou de trésorerie, c'est surprise. C'est-à-dire que concrètement, peut-être que le porteur de projet avec qui vous êtes dit, en fait, lui, il va rester jusqu'au bout, ça a l'air d'être vraiment cool, on s'entend vachement bien. Et ben en fait, vous ne pouvez pas vous payer. Le mec va dire, en fait, moi là, je ne peux pas me payer. En fait, alors c'est vrai qu'on n'en avait jamais parlé, mais j'ai 0 € de côté. Je suis obligé de reprendre un boulot et c'est terminé. Donc en fait, cette période d'essai, elle sert surtout à éliminer en fait tous les obstacles qui pourraient potentiellement par la suite vous poser des problèmes, quoi. Ok. Ça, c'est vraiment la partie humaine rencontre pour moi. Et après, il y a la partie un peu plus qui est moins palpitante, c'est la partie un peu plus administrative. Mais je vais quand même vous donner des pistes par rapport à ça parce que c'est quand même extrêmement important et il y a plein de règles à respecter quand on s'associe avec quelqu'un. Premièrement, la clause de confidentialité. Vous allez voir, vous allez avoir, alors soit c'est votre idée et dans ce cas-là, vous allez avoir intérêt à protéger votre idée. Dans ce cas-là, il vaut mieux signer une clause de confidentialité. Donc, c'est une clause qui, en fait, c'est un NDA en fait en anglais. Donc, c'est une clause en fait qui vous permet de protéger vos échanges et de dire que vos échanges en fait vont rester secrets et que vous vous engagez à ne pas parler de cette idée-là ou la personne s'engage à ne pas parler de cette idée-là auprès de tout le monde. Après la clause de confidentialité, il y a plusieurs documents qui sont très importants. Pour moi, il y a un document qui est assez méconnu qui s'appelle la lettre d'intention de société et que je vous conseille de creuser un petit peu. Une lettre d'intention de société, c'est quoi? C'est un pré-pacte d'associés. On viendra au pacte d'associés juste après. C'est un premier document qu'on signe ensemble où on dit avec Michel, on a l'intention de s'associer. L'association, elle va se faire à partir du moment où on aura sorti un premier proto sur le marché, qu'on aura eu des retours, on a l'intention de s'associer à telle répartition du capital. Et ça vous permet en fait juste de dire c'est un premier engagement. Et ça vous permet de fixer certaines règles en fait par la suite et de dire aussi si jamais en fait on se sépare avant de créer la société, moi Michel qui ai fait tout le code, en fait si on se sépare et qu'il n'y a pas de création d'entreprise, je vois pas pourquoi en fait lui il récupérerait le code. Donc c'est à moi de le récupérer puisque c'est moi qui l'ai créé et je me laisse la possibilité de le réutiliser ce code-là. Moi, je me mets forcément côté dev. Quand on est, parce qu'aujourd'hui, vous êtes des profils tech, on ne va pas se mentir, quand on est face à des porteurs de projets, je les incite à faire en sorte que le code, en fait, il appartienne non pas aux développeurs, mais qu'il appartienne à la société. Pas à eux, mais à la société. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'à partir du moment où, typiquement, il y a une séparation et que ça se passe mal, vous avez la possibilité quand même de ne pas partir, entre guillemets, les mains vides, de pouvoir réutiliser des choses. Par contre, il appartient à part égale. Vous, de votre côté, tant que la société n'est pas créée, je vous encourage à faire en sorte de garder ce code-là parce que c'est votre travail, c'est votre valeur, en fait, par rapport à ça. Un document qui est très important, c'est le pacte d'associés. On ne s'associe pas sans pacte d'associés. Donc, un pacte d'associés, c'est quoi? C'est les règles du jeu de la société. C'est de se dire, voilà, on s'associe à tant de pourcents chacun. Si jamais Michel, il se barre aux Bahamas dans 2 mois, typiquement, moi, je peux racheter ces parts parce qu'en fait, il n'y a aucune raison qu'il y ait 30 ou 40% de parts qui se baladent dans la nature et qu'on ne sache pas quoi en faire. Le pacte d'associés, il ne sert à rien tant que tout se passe bien. Par contre, quand ça se passe mal, on est bien content de l'avoir. Donc, c'est toutes les règles qui font, en fait, qui déterminent, en fait, ce qui va se passer en fonction des actions de chacun. Et dans un pacte d'associés, ce qui est assez magique, c'est qu'on peut tout mettre. On peut absolument tout mettre. Mais c'est hyper important pour vous protéger et pour protéger chacun des associés de l'entreprise. Ensuite, il y a la structure juridique. Alors, très souvent, en structure juridique, sur un projet de start-up, sur un projet digital, on est sur de la SAS. Donc, c'est un statut, en fait, qui permet assez rapidement, en fait, de faire des prises d'action, de faire des levées. Donc, c'est le statut le plus souvent mis en place. Soit on est 2 à la création de la société ou 3, la société n'est pas encore créée et on se répartit le capital. Soit, en fait, vous pouvez aussi faire
Alors, non seulement intégrer des sociétés déjà existantes ou bien créer vous-même votre société et intégrer un associé. Et dans ce cas-là, je vous encourage à aller voir plusieurs dispositifs de prise de part qui sont super intéressants. Il y a les BSPCE, il y a les BSA ou les BSAR et il y a les AGA, AGA. Alors, je vais parler un petit peu de chacun. Les BSPCE, c'est un peu l'équivalent des stock options. C'est à partir du moment où on est salarié, c'est la possibilité de libérer des actions et de les acquérir en fait dans le temps. Les BSA ou les BSAR, c'est hyper intéressant parce que ce sont des bons de souscription d'actions qui sont remboursables. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginez, moi je suis Valentin, je suis développeur, j'ai une idée de projet et je cherche un profil business. Ok, j'ai Michel, qui est un très bon commercial, qui me rejoint dans le projet. Par contre, moi, j'ai déjà bossé pendant 2 ans sur le projet. Donc, Michel, je ne vais pas lui filer 30% de ma boîte comme ça. Donc, Michel, ce qu'on va déterminer, c'est que il va prendre 5% d'actions. Et si jamais il reste plus de 6 mois dans la société, ou bien si jamais il vend tant de contrats, je dis n'importe quoi, il va prendre 5% supplémentaire. Et si il reste 2 ans dans la société et qu'il vend tant de contrats, il va prendre 5% supplémentaire. Vous avez compris l'idée. Et les BSAR, ça permet quoi? Ça permet de faire en sorte que si jamais, en fait, Michel, il se casse, vous avez la possibilité de racheter ces actions à une valeur qui a été définie au démarrage. C'est-à-dire que si typiquement, vous avez des actions à une valeur, à telle valeur, qui a une levée de fonds et que du coup, les actions ont pris de la valeur, avec ça, vous pouvez, malgré tout, si Michel décide de s'en aller, lui racheter ses actions à la valeur initiale. Je l'explique très rapidement et de manière très simple. C'est en fait beaucoup plus compliqué que ça. Il y a plein de dispositifs, il y a plein de règles, mais au moins, vous savez que ça existe. Je vous encourage à le creuser et évidemment, passer par des personnes qui sont spécialisées là-dedans si jamais vous êtes dans cette démarche-là. OK. Enfin, dernier point, c'est la répartition du capital. La répartition du capital, c'est toujours une question qu'on nous pose, c'est de se dire, voilà, moi, je rentre dans une société qui existe, à combien de parts je peux prétendre? En fait, ça dépend de plein de choses. Il y a plein de questions à se poser. Ça dépend du cursus de chacun, de l'expérience, du temps passé sur le projet, de l'investissement, des apports, de la répartition des tâches. Il y a plein de choses. Nous, sur la plateforme cofondateur.fr, on a un outil pour ça, où on vous pose une trentaine de questions entre différents associés, et ça vous permet d'avoir une répartition, alors qui n'est pas à prendre au pied de la lettre, mais qui est assez pertinente. Et voilà, c'est un outil qu'on a mis en place et qui a pas mal de succès par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des questions? Il y avait une question d'Ibrahima. Oui. Mais c'était, je pense, alors, sur le côté administratif, ouais. Qui répondait un peu sur le côté facture et tout ça. J'imagine que c'est plutôt le côté commercial qui va avoir ce rôle-là. Oui, sur la partie facture, c'est la partie vente. Ouais, c'est la partie vente, ça, typiquement. En gros, la question, c'est qui met en place les factures, qui gère ça, quoi? Qui gère l'administratif dans l'entreprise, quoi. Enfin, je pense, Ibrahima, n'hésite pas à préciser la question. Alors, si la question, c'est qui gère en fait la partie administrative, c'est très rarement les profils techniques. Alors, moi, je le sais puisque je suis associé à un développeur. Loïc, c'est mon associé historique. Et c'est toujours moi qui me suis occupé de cette partie-là. Et pourtant, c'est dommage parce qu'il est très rigoureux, mais c'est quelqu'un qui a une phobie administrative. Et ça, c'est un truc qu'on détermine assez souvent. C'est pas le cas de tous les développeurs. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais très souvent, cette côté un peu peur de l'administratif, elle est plus présente chez les profils tech que chez les profils non tech. Ok. Alors, 2 petites questions. Comment racheter des actions? Comment racheter des actions? Alors, comment racheter des actions à qui, à quoi? C'est-à-dire quand je suis à l'extérieur d'une société, je souhaite acheter des actions d'une société. Quand je suis associé et en fait j'étais associé, il y avait une répartition des parts et j'ai un associé en fait qui est parti et je veux lui racheter ses actions, c'est ça? Je pense que c'est plutôt cette deuxième partie, ouais. Ok. Alors justement, c'est ce que je disais, c'est sur ce dispositif de BSAR, il est très important. Ça, c'est des choses qui doivent être notées dans le pacte d'associés. Mais ça, c'est typiquement des choses en fait qui doivent être prévues dès le départ. C'est de se dire en fait, à partir du moment en fait où potentiellement j'ai Michel qui va s'en aller, comment je fais pour lui racheter ses actions? Alors, dans la pratique, ça veut dire que forcément, vous allez dépenser de l'argent pour acheter des actions. Mais c'est normal, c'est des actions que vous n'aviez pas.
Mais il faut se laisser la possibilité de racheter en fait ses actions à partir du moment où il s'en va. Sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Michel, il a passé 2 ans dans le projet commence à décoller, il est à 40% de la boîte, et là, il dit, bah, moi, je m'arrête, et mince, on n'a pas fait de pacte d'associés. Ah bah mince, on n'a rien prévu pour ça. Bah, il y a 40% de la société qui sont dans la nature. Et là, Michel, il peut dire, bah, moi, j'estime que mes actions, elles valent aller 4 millions. Et là, en fait, bah, vous allez rentrer dans un jeu de négociation en disant, bah, comment je vais faire pour les racheter, quoi. Alors, 2 petites questions qui viennent avec ça. Louis qui dit: «Est-ce que Michel est obligé de vendre ses actions?» Sur le pacte d'associés, c'est ça, tu as une priorité sur l'associé, sur l'association. Et ben exactement. En fait, c'est ça avec le pacte d'associés, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, si il est déterminé dans le pacte d'associés que Michel a la possibilité de vendre ses actions quand il sort, et dans ce cas-là, on peut mettre en place des priorités, c'est-à-dire que les autres associés, tel associé par exemple, est prioritaire sur le rachat de ses actions, mais on peut aussi mettre dans le pacte d'associés que s'il y a un associé qui s'arrête de travailler, d'être opérationnel dans la société, il est obligé de vendre ses actions. Dans le pacte d'associés, tout est possible. Le but, c'est vraiment de vous protéger, quoi. Mais tout est possible, absolument tout. Ok. Il y avait Noël qui demandait: est-ce qu'un juriste peut nous aider pour toutes ces problématiques? Est-ce qu'il y a un coût à prévoir? Alors, il y a plein de plateformes. Il y a plein de plateformes. Alors, nous, on fait intervenir. Nous, on a un juriste partenaire qui travaille avec nous sur cette démarche et on le mettrait avec qui on a un arrangement, on paye un forfait et en fait, il est là pour renseigner un petit peu les profils techniques ou bien les porteurs de projets par rapport à ça. Mais que ce soit par nous ou par quelqu'un d'autre, oui, dans tous les cas, il faut absolument contacter un avocat, il faut absolument contacter un juriste. Il y a énormément déjà de contenu, sans parler de contacter un juriste, il y a énormément de contenu qui est accessible en ligne et qui est très bien fait. Attention, hein, il y a des articles un peu pourris, mais il y a beaucoup de contenu pertinent que vous pouvez trouver sur Internet. Mais bien sûr qu'il est essentiel d'aller chercher des compétences. C'est des compétences qui sont très spécifiques. Et en règle générale, pour rentrer dans la question du coût, les premiers échanges avec un avocat ou un cabinet juridique, en général, c'est gratuit. Et après, forcément, cette personne-là va vous faire un devis, va dire, bah voilà, moi, je t'ai renseigné pendant 1 heure. Moi, normalement, 1 heure, je la facture 200 euros. Attention, c'est très, très cher, un avocat. Il n'y a pas que du 200 euros de l'heure, hein, forcément. Ouais. Mais attention, moi, je t'ai renseigné pendant 1 heure. Si tu veux que je travaille vraiment sur ton pacte d'associés, bah, en fait, il va falloir me payer et je vais faire ce forfait-là. Et c'est normal. C'est les avocats, les cabinets d'avocats, c'est pas des associations, quoi. Ça se saurait. Évidemment. Évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet? Je sais que ce sujet, en général, Il y a une question d'Ibrahima. Alors, il a fait une demande de financement et on lui a dit que les fonds doivent être versés au nom de sa boîte. Si jamais la demande de financement est acceptée, comment doit-il faire? Car il est seul dans son projet. Alors, je suis pas sûr d'avoir compris à 100% la question. Donc, Ibrahima, tu as fait une demande de financement. Alors, j'aimerais bien savoir auprès de qui. Et on t'a demandé de déposer les fonds au nom de la boîte. De déposer quels fonds, en fait, si tu fais une demande de financement. C'est-à-dire que le financement dépose les fonds sur la boîte et pas sur toi. Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question, en fait. Ouais, non plus. N'hésite pas à préciser, Ibrahima. C'était un concours de pitch. Ouais. C'est un concours de pitch et du coup, donc un concours de pitch, j'imagine que c'est une subvention du coup, j'imagine que c'est pas un prêt, c'est une subvention. Donc, concours de pitch et une sélection. Ouais. Ah, je pense que j'ai compris. Alors, sauf erreur de ma part, tu vas dire Ibrahima si je dis une bêtise. C'est du coup une subvention qui t'a été versée en perso, mais qu'on te demande en fait d'apporter sur ta société pour faire monter les fonds propres. Est-ce que c'est ça? Le suspense est insoutenable. Le suspense, c'est insoutenable. On est tous suspendus à tes lèvres, Ibrahima. Ouais. Il est en train de taper, donc là, parti. Sinon, pour revenir dessus à la fin. Dessus à la fin, pas de problème. De toute façon, moi, voilà, j'ai une dernière slide très très rapide, sauf si tu voulais dire autre chose, Raphaël. Non, vas-y, c'est parfait. Et puis on revient sur le sujet peut-être à la toute fin. Pas de souci. Alors, je vous ai quand même mis, alors nous, ça nous concerne un peu moins, puisque nous, forcément, on est sur de l'association, on permet des entrepreneurs de se rencontrer pour
lancer des sociétés, donc on n'est pas sur du freelance. Mais voilà, ça me paraissait important. Ça paraissait aussi important à Raphaël de mettre un petit peu de contenu là-dessus. Comment se lancer en freelance, parce que le freelance, c'est de l'entrepreneuriat aussi. Le freelance, on va directement en fait échanger ses compétences contre de l'argent, là où dans une société, on va échanger ses compétences contre des parts sociales de l'entreprise, et c'est ces parts sociales qui vont être valorisées. Donc, c'est deux en fait rémunérations qui sont complètement différentes. Freelance, on est tout seul, on peut participer à des projets avec plusieurs personnes, bien sûr, on est tout seul et on a une relation de client-fournisseur, en fait, très clairement, enfin de fournisseur envers un client. Nous, sur ce qu'on observe, parce qu'on échange quotidiennement avec des freelances, des développeurs qui se sont lancés en freelance. Et du coup, par rapport à ce qu'on peut observer sur les retours, j'ai noté pas mal de choses. Choisir une techno et se spécialiser dedans. Sur la partie technique, ça c'est extrêmement important. Il faut bien se dire une chose, c'est que, et forcément, vous allez me demander quelle techno choisir, mais ça, c'est pas moi qui vais être le plus pertinent pour vous répondre par rapport à ça, même si j'ai des tendances marché, bien sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que côté client, il est beaucoup plus lisible pour nous d'avoir un profil technique qui est un expert Symfony, par exemple, qu'un profil technique qui est expert Symfony, Node.js, React.js, qui fait aussi du React Native et qui fait aussi du Flutter depuis 2 mois. Là, on n'y va pas. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, en fait, le mec, il touche à tout, il reste pas longtemps sur une techno, donc ça veut dire forcément qu'il n'est pas bon. Alors que ce n'est pas vrai. C'est potentiellement, en fait, que vous allez vous former sur plein de choses. Mais c'est beaucoup plus rassurant d'avoir quelqu'un qui est expert de son sujet. Et c'est un peu, nous aussi, le pari qu'on a fait sur cofondateur.fr. À la différence d'autres plateformes, nous, on est expert, c'est un grand mot, mais en tout cas, on a cette compétence sur la mise en relation de profils non techniques et de profils techniques. Et on reste vraiment sur cette recherche d'associés-là. C'est pareil, en fait, dans le freelance. Vraiment, spécialisez-vous sur quelque chose et c'est comme ça, en fait, que vous allez chercher beaucoup plus de clients. Alors, mener une étude de marché pour approcher vos futurs clients. Alors, ça, j'ai hésité forcément un petit peu à le mettre parce que l'étude de marché, elle est vite vue pour vous. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe des porteurs de projets, des entreprises qui ont des besoins de développement ? Oui, évidemment. Par contre, parce qu'en fait, on est en vraie pénurie, il y a plein de profils. Donc, en fait, vous êtes sûr, quand vous lancez en freelance en développement, potentiellement, vous allez avoir des clients. Là-dessus, j'ai pas trop d'inquiétude, même si commercialement, vous n'êtes pas hyper bon. Il n'y a pas besoin d'être hyper bon commercialement quand on est développeur, aujourd'hui en tout cas, pour trouver des clients. Par contre, si vous vous spécialisez, c'est pour ça que je l'ai mis, si vous vous spécialisez dans une techno, potentiellement, vous réduisez en fait votre marché parce qu'il y a moins de gens qui vont être sur cette techno en demande de techno et potentiellement, il ne faut pas partir sur une techno qui aujourd'hui n'intéresse plus personne. Donc du coup, il y a forcément une petite étude de marché à faire. Je dis un exemple, alors je vais enfoncer une porte ouverte, mais quelqu'un aujourd'hui qui se spécialise sur du Cordova, sur de l'app mobile, je ne suis pas persuadé que ce soit un très très bon choix technique. Forcément, son marché il va être comme ça n'intéresse plus personne. En plus, ça fait peur, Cordova. Listez vos besoins de démarrage. Ça, c'est très important. Quand on est en freelance, il faut savoir une chose, c'est que vous ne pouvez pas toutes les dépenses en fait que vous allez faire, elles vont être personnelles. Vous ne pouvez pas les faire sur le compte de la société. Vous ne pouvez pas récupérer la TVA. Là où sur une société, moi je donne mon exemple personnel, mais chez cofondateur, quand on a besoin d'acheter du matériel, c'est pas Valentin qui dépense de l'argent pour acheter du matériel, c'est cofondateur qui dépense l'argent pour acheter du matériel, c'est pour la société. Et en plus, je vais récupérer la TVA, c'est-à-dire que je vais dépenser 1 200 € pour acheter mon ordinateur et en fait, je vais récupérer 200 € parce que quand on est en société, on récupère la TVA. Donc, c'est très important pour vous de lister tous vos besoins à la fois matériels, mais également en fait sur du conseil. C'est-à-dire que potentiellement, quand vous êtes en freelance, si vous vous lancez en fait sur des projets, il est très important. Si vous êtes développeur, vous n'êtes pas UX designer typiquement. Donc, vous ne pourrez peut-être pas travailler pour des porteurs de projets qui disent moi, j'ai envie de faire une plateforme SaaS. En fait, vous ne pourrez pas la rendre clé en main parce que vous n'avez pas de compétences sur la partie design. Donc, vous allez être obligé peut-être d'aller vous entourer et d'aller chercher des compétences annexes pour vous aider dans cette démarche-là et créer peut-être un réseau de freelance. Donc, ça, c'est une idée.
y a plein de besoins en démarrage, on ne peut pas tout lister, mais voilà, c'est des petites pistes, comme d'habitude. Choisir le bon statut juridique, alors ça c'est vite vu, quand on est freelance, il y a 2 statuts, enfin il y en a plus que ça, mais il y en a 2 qui sont majoritaires, c'est le statut de micro-entrepreneur, où on atteint un plafond, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 70 000 euros en service, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça, et ensuite on passe en SASU. La SASU, c'est qu'en fait on a dépassé le plafond, ou en tout cas on estime qu'on va dépasser le plafond, et là vous êtes sur une entreprise unipersonnelle, et en fait, vous allez, vu que vous êtes en société, vous allez typiquement récupérer la TVA. Ça a plein forcément d'avantages. Par contre, quand on est en SASU, on n'est pas imposé de la même manière que quand on est en micro-entrepreneur. Micro-entrepreneur, on est un petit peu moins chargé, quoi. Donc, c'est vraiment aussi l'intérêt. L'intérêt de micro-entrepreneur, c'est très bien quand on se lance, qu'on ne sait pas si on va atteindre notre plafond, parce qu'on est moins chargé, on est un peu plus tranquille par rapport à ça. Et enfin, quand vous êtes en freelance dev, il faut forcément un petit peu, quand vous vous lancez, faut vous vendre un petit peu. Et c'est souvent ce qui pêche un peu côté tech, au même titre que nous, la technique, ça pêche chez nous. Donc en fait, là-dessus, il faut vraiment être très visible. Il faut être capable de bien se présenter, de faire une jolie photo, de se mettre en avant, en fait. Et ça, typiquement, si vous ne le faites pas et que vous avez 0 projet à montrer, c'est compliqué. Donc, les premiers, il va falloir en fait vraiment vous mettre en avant. Et ça, en fait, il y a des très bons exemples sur Malte, qui est une très bonne plateforme de mise en relation de freelance. Vous voyez plein de nouveaux profils qui sont mis en avant, et Malte paye des photographes pour faire des photos de vous, pour bien mettre vos profils en avant, parce qu'eux, ils se rémunèrent comme ça à partir du moment où vous signez des contrats. Donc, ils ont tout intérêt à vous mettre en avant. Donc, voilà, cette partie de communication, elle est forcément très importante. Ok, super. C'est clair, ouais, c'est clair pour vous. Bon, il y a encore une petite question à venir, mais en fait, limite, on va finir par les questions qui sont un peu transverses à ta présentation. Ouais, carrément. De toute façon, moi, j'ai quasiment terminé. Je voulais très rapidement quand même vous présenter la plateforme. Donc, nous, on est, comme je le disais, plateforme de mise en relation porteur de projet, start-up, entreprises déjà existantes et des profils techniques qui veulent entreprendre. On met en relation tout ce beau monde pour qu'ils s'associent. D'accord ? Nous, on accompagne à la fois sur la mise en relation des profils, donc sur la rencontre, mais également et surtout sur la partie qui pour moi est la plus importante, c'est sur la structure de l'association. Parce que très souvent, quand les mecs se sont rencontrés, ils font à peu près toutes les erreurs possibles et imaginables parce qu'ils n'ont pas en fait tout ce contenu et toutes ces infos. Donc nous, on est là aussi pour intervenir et vous aider là-dessus à avoir les bons réflexes, à ne pas faire les erreurs qu'il ne faut pas faire, à mettre en place les bonnes pratiques. Voilà par rapport à ça. Et j'ai terminé. Voilà, c'était très court sur la présentation de la société. Encore une fois, l'inscription, elle est entièrement gratuite pour les développeurs. Et d'ailleurs, tout le parcours est entièrement gratuit. Donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à venir faire un petit tour chez nous et voir un petit peu ce que vous pouvez y trouver. Super clair. Merci beaucoup, Valentin. C'était super complet. Je pense que tout le monde pourra le dire dans le chat, mais moi, qui suis pourtant dedans, j'ai appris beaucoup de choses. Bon, donc super intéressant. Merci beaucoup. Plusieurs questions qui sont pas mal. Alors, on va commencer par Ibrahima, qui a en fait fait un concours de pitch. Ouais. Et il a été sélectionné pour le prix. Il doit passer devant un jury. Mais s'il valide son projet, le fonds doit être versé au nom de sa boîte. Mais comme actuellement, il n'a rien administrativement, il demande comment il peut faire. Donc, j'imagine c'est plus une question autour de la création de la structure, Ibrahima. Ouais, je pense que c'est ça. Ça doit être créé au nom de la boîte. Alors, moi, ce qui me paraît bizarre, c'est que je vais poser une question peut-être absurde, mais dans ce cas-là, s'il n'y avait pas de société et que dans tous les cas, si tu n'as pas créé ta société, Ibrahima, et que la condition sine qua non pour avoir le prix, c'est que ce soit versé sur ta boîte, pourquoi est-ce qu'ils t'ont laissé participer, quoi ? Moi, c'est déjà un peu la question. Alors, moi, je vais donner un conseil qui est très basique, qui est très terre à terre, mais je pense que c'est pas la première fois que ça leur arrive, visiblement. Je pense. Donc, n'hésite pas à leur poser la question. Je pense pas qu'ils te mettent des bâtons dans les roues, surtout si ce que tu défends en fait est bon. Le but, c'est que ils valorisent par rapport à ça. Et si en fait ils disent non, en fait, on peut pas te donner le prix, c'est qu'il y a une grosse problématique en fait à l'inscription, quoi. Ouais, c'est clair. Autre question un peu plus peut-être technique et qui revient un peu sur le côté porteur de projet que tu as mis en avant.
Ouais. Quand tu es développeur. Si Nabil dit, je suis développeur et porteur de projet, par quoi commencer? Le côté technique avec la création d'un MVP ou plutôt toute la partie business plan, etc. Et à partir de quand créer une structure? Ah, ça, c'est une très bonne question. Alors, je vais commencer par la fin. Moi, pour moi, il n'y a aucun intérêt à créer une structure si vous n'êtes pas en mesure de gagner de l'argent. On voit énormément de porteurs de projets qui ont créé la structure il y a 2 ans ou 3 ans, qui en fait accumulent des frais, parce qu'il faut savoir que quand vous créez une structure, bah, vous accumulez des frais. Il faut soit prendre un expert comptable, soit se faire accompagner sur la partie juridique, il y a des frais de création de société, il y a une banque, il faut ouvrir un compte bancaire, ça coûte de l'argent tous les mois. Donc, pour moi, tant que vous ne gagnez pas d'argent ou que vous n'êtes pas en mesure de potentiellement gagner de l'argent, ça ne sert à rien. Par contre, des fois, notamment avec BPI, il y a des financements qui ne peuvent être obtenus qu'à partir du moment où la société est créée. Ma reco par rapport à ça, c'est vraiment de se dire, il faut créer la société à partir du moment soit où vous pouvez gagner de l'argent, soit où vous pouvez avoir un financement. Il faut que la rémunération, le premier euro de chiffre d'affaires soit pas trop loin, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Vous allez juste aller chercher un financement que vous allez dilapider concrètement, et derrière, vous allez vous écrouler en fait par rapport à ça. Donc ça, c'est la première question. La dernière question, pardon. Sur les deux autres, sur dire est-ce que je dois faire d'abord le MVP ou d'abord toute la partie business plan, j'ai envie de dire les deux sont un peu transverses. Le business plan, c'est quelque chose qui doit être écrit en fait tout au long de l'aventure. Il ne faut pas se dire, faut pas se voir ça comme une montagne et dire, là, je vais passer un mois à rédiger mon business plan, je vais rien foutre sur mon projet pendant un mois parce qu'en fait, je dois rédiger ce document. Non, ça, c'est un truc qui doit être fait de manière un peu ludique, surtout qu'écrire un business plan, c'est pas c'est pas le plus passionnant. Enfin, moi, je trouve en tout cas. Donc, en fait, c'est des choses qui doivent être faites en complément. Par contre, pour moi, il y a des choses qui sont avant de développer et de se lancer vraiment dans du développement, il faut avoir des certitudes marché. Donc, il est nécessaire, par contre, d'aller faire ta petite étude de marché, d'aller tester un petit peu l'auditoire pour voir s'il y a un besoin. On a de plus en plus de profils qui font du no-code, donc en fait, qui développent des petits protos en no-code pour les tester. Ça, c'est une façon en fait de partir sur l'étude de marché, d'aller faire un petit POC et d'avoir des retours utilisateurs qui sont pertinents pour te dire, derrière, en fait, je vais partir sur quelque chose de plus complexe. En fait, je vais partir sur du développement from scratch et je vais aller développer en fait ma plateforme. Mais pour moi, avant de développer quoi que ce soit, voilà, il est nécessaire d'avoir ton petit retour marché. Et ensuite, une fois que tu as ce retour marché, tu développes ton projet, tu le sors et après, avec tes retours utilisateurs, tu vas continuer à rédiger tes documents et faire vivre le projet, quoi. Top. C'est vrai que c'est difficile comme question. Hein. C'est pas évident. C'est pas évident. Ouais. Et même moi, en répondant, je suis pas sûr en fait d'être juste à 100%, quoi. Moi, c'est ma vision des choses. Et il y a peut-être des gens qui écouteraient cette réponse et qui s'étoufferaient et qui diraient mais il raconte n'importe quoi. Mais je pense pas en fait. Nous, c'est ce qu'on a fait et forcément, c'est une manière logique, je pense, d'aborder les choses. Maintenant, s'il y avait sur l'entrepreneuriat, s'il y avait une recette miracle, ça se saurait, quoi. Ouais, c'est clair. Et petite dernière question qui concerne les cofondateurs. Est-ce que vous embauchez des juniors en reconversion? Enfin, embaucher, du coup, c'est un grand mot. J'imagine que ce que tu voulais dire, Siwar, c'était est-ce que tu peux t'inscrire en tant que tech chez cofondateur.fr quand tu es junior en reconversion? Ah oui, en tant qu'utilisateur. Alors, au sein de la société cofondateur, la structure cofondateur, on n'est pas en recherche de profil tech pour le moment. Mais par contre, oui, en tant qu'utilisateur, évidemment, nous, on ferme la porte à personne. On n'a pas en fait de comment dire, de minimum de plafond en fait d'expérience, de nombre de techno ou quoi que ce soit. En fait, on peut être entrepreneur et être très junior. Il n'y a pas de problème en fait par rapport à ça. On peut être entrepreneur novice ou entrepreneur expérimenté. Nous, ce qu'on cherche, c'est des entrepreneurs. Par contre, ce qui est sûr, c'est que régulièrement, on éjecte des profils, éjecter façon de parler, mais en tout cas, on invite des profils à se désinscrire parce qu'ils viennent en fait et qu'ils confondent cofondateur et Malte, par exemple, et qui viennent pour vendre des prestations. Donc, c'est pas du tout l'objet de la plateforme. Il faut pas avoir la plateforme. La plateforme, c'est pas un moyen de trouver des clients. C'est un moyen de trouver des partenaires, des associés pour développer un projet. C'est le plus important. Si vous êtes dans cette démarche-là, vous avez votre place, vous avez le droit d'y être, quoi. Trop bien. Donc, si vous voulez devenir entrepreneur, n'hésitez pas à vous inscrire sur cofondateur.fr. Je crois que c'est tout. Merci beaucoup. On a bien dépassé. Je suis désolé, Valentin, c'était autre chose de prévu. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. C'est moi qui étais un petit peu long
sur la presse, donc pas de souci. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde pour votre présence et pour votre écoute. Merci encore une fois, Raphaël, pour l'invite. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura appris ou en tout cas, vous aurez récupéré de l'info pertinente pour vos différents projets. Ah bah moi, je trouvais ça génial. J'ai l'impression que tout le monde a Et bien puis, aimé dans le chat. C'était super complet, quoi. bonne chance pour ceux qui croient aussi faire autre chose, quoi. Top. Bah merci beaucoup, Valentin. Bonne soirée à tous. Et j'essaierai de faire un petit Notion récapitulatif de tout ce que tu nous as dit pour les membres du réseau Modulo. Si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous, évidemment. Bon, bah super. Merci encore et à très bientôt. Merci Salut. beaucoup, Valentin. À bientôt. À bientôt tout le monde.